commence. Qui souhaite ouvrir le jeu des questions-réponses? C'est toujours un moment un petit peu difficile, mais c'est toujours un moment qui se passe très bien. N'hésitez pas. Après, on procède au vote. Comment? Après, on procède au vote. Oui, il faudra des interventions vraiment opérationnelles, des interventions, des propositions vraiment opérationnelles. Oui, voilà, monsieur, une première intervention. Oui, bonjour, Mathieu Oui, Tillon. oui, d'accord, oui. Je travaille à la FIBUL, Fédération bruxelloise unie pour le logement. J'avais juste une petite question très, très simple pour limiter peut-être les loyers. On parlait de l'indice que le loyer de référence, me semble-t-il, ou je n'ai pas bien compris, était calqué évidemment sur l'indice des prix des loyers sur le marché. Est-ce qu'il serait juridiquement possible de se calquer plus sur un autre indice, l'indice santé par exemple, si je prends l'exemple du calcul du loyer dans le logement social? Donc, il me semble que le calcul du loyer est basé sur le loyer de base fois le coefficient de revenu. Je ne vais pas faire tout le calcul, mais le loyer de base se base sur un prix de revient qui est indexé sur base de l'indice des prix. L'indice des prix, non, l'indice santé. Donc voilà, simplement une petite piste. Je sais que ça avait déjà été évoqué peut-être par Hugo et d'autres personnes sur, je sais pas, c'est pas la solution, on est bien d'accord, mais est-il possible de voilà, arrêter absolument de se baser sur cet indice des prix sur le marché locatif et de changer d'indice? Merci. Ok, merci. Une question qui est adressée aux trois intervenants? C'est une question que tu adresses aux trois intervenants? Ok. D'autres questions à ce stade-ci? Oui, madame. Oui, bonjour, Laurent Brouet. Je vous remercie pour vos présentations. En fait, moi, j'aurais une remarque concernant, parce que vous n'avez pas du tout parlé de cette question vous avez parlé des logements le fait que les logements qui étaient de standing étaient exclus pratiquement de cette procédure. Et donc, est-ce qu'aujourd'hui, alors qu'on a une directive qui va dans le sens d'une obligation, elle existe déjà en France, de rénovation énergétique des bâtiments, enfin des logements, est-ce que vous pensez que, donc, après une rénovation énergétique, un bailleur, le logement sera considéré comme logement de standing et donc complètement exclu dans cette procédure, compte tenu du fait que on sait très bien que dans un pays comme l'Allemagne, et je ne le vois pas là, enfin vous ne les avez pas invités, donc voilà, il faut reconnaître que dans un pays comme l'Allemagne où l'encadrement du logement est assez exemplaire, on va dire, hein, puisqu'il y a le miroir du logement, il y a une association de locataires qui, avec 3 millions de membres, a un impact considérable sur la manière, justement, enfin, tous les déficits belges, on va dire, ou bruxellois, en Allemagne, on peut dire que là, c'est tout à fait couvert vu l'influence et le pouvoir des associations de locataires, en particulier à accompagner les locataires dans cette procédure quand on conteste une augmentation de loyer, par exemple. Et donc, ce qui a fait plier, disons, cette défense des locataires en Allemagne, c'était l'obligation en fait de rénovation énergétique, qui a contribué à une forte augmentation des logements. Et les logements augmentent, les loyers des logements en Allemagne augmentent depuis l'autorisation qui a été accordée aux propriétaires de répercuter 8% aujourd'hui des coûts de la rénovation sur les loyers. Donc, en France, maintenant, on est aussi dans une obligation de rénovation. Bon, il n'y a pas encore il y aura une conséquence certainement sur les loyers, vu que dans les pays où il y a eu ça, il y a eu des conséquences. Donc, vous n'avez pas du tout abordé cette question-là. C'est pour ça que je me permets de demander ce que vous en pensez. Merci. Une troisième question, peut-être? Je n'en vois pas, donc je propose déjà de
de répondre à ces deux premières questions. Donc, la première question, c'est, bon, faut-il pas imaginer un autre indice? On voit bien les difficultés. Voilà, ben, je propose de faire le tour à partir de Nicolas, puis, OK, Nicolas, Thibault, Hugo. Merci. Merci, Paul. Alors, pour répondre d'abord à la question de Mathieu Thillon, l'indice santé comme loyer alternatif, loyer de référence alternatif. Bon, moi, je ne suis pas statisticien, mais attention, l'indice santé appelle quand même plusieurs commentaires de ma part. Un, on a dit qu'il fallait peut-être se déprendre de la notion de prix du marché, l'indice santé. Là, pour le coup, on est en plein dedans, puisque c'est un indice qui est une radioscopie des prix tels que pratiqués sur le terrain. Et donc, ça ne va en tout cas pas rencontrer l'objection précitée. Deuxième remarque, c'est que l'indice santé ne donne pas des valeurs absolues. La grille de référence, les équations indiquées par Hugo, elles donnent un loyer, un montant de loyer, une valeur brute, tandis que l'indice santé fonctionne surtout par comparaison avec les prix d'avant et donne des valeurs relatives sur l'augmentation ou la diminution du coût de la vie. Donc là aussi, il faudrait peut-être repenser l'indice santé. Et troisième remarque, attention dans les logements sociaux. D'abord, on est dans le cadre du bail, et là, c'est clair que le loyer, qu'il soit social ou privé, évolue en fonction de l'indexation qui elle-même est liée à l'indice santé. Donc là, c'est assez logique. Mais surtout, le bail social n'est peut-être pas le meilleur pôle de comparaison, puisque là, par exception, le loyer est déterminé, petit 1, par les revenus du locataire, et petit 2, faire bref, par le coût de revient du logement. Et donc là, on rentre dans un tout autre registre. Alors, c'est très bien, si tous les loyers dans le parc privé pouvaient être calculés comme le loyer social, voilà, on ne serait sans doute pas ici à organiser un colloque de ce type-là. Ce serait tout irait pour le mieux dans le meilleur des mondes, mais en tout cas, la comparaison avec le logement social n'est pas complètement pertinente ici, à mon sens. OK. Thibault, est-ce que tu as des choses, tu peux intervenir sur la question? Sur la première question, mais deux éléments. L'enjeu, c'est bien d'établir la part de responsabilité du bailleur dans la réalisation du droit à logement abordable. Et on ne peut pas demander au bailleur privé de, comme dans le logement social, établir le montant de loyer compte tenu des revenus du locataire. Si je perds mon boulot, que je suis au chômage, je ne vais pas demander à mon bailleur, si je peux essayer, si mon bailleur est sympa, il le fera, il diminuera mon loyer de 40%, mais lui obliger, ça me paraît un peu compliqué. Donc, on n'a pas beaucoup d'autre choix que de se donner un outil pour évaluer c'est quoi le juste prix d'un logement compte tenu de ses caractéristiques. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que Nicolas pourrait en dire plus longuement. Je pense qu'au niveau européen, la question de l'équilibre, et même au niveau belge, la question de l'équilibre entre le droit à la propriété et le droit au logement est évidemment crucial. Et on a déjà un Conseil d'État qui s'est positionné en disant attention, toute législation ou toute décision de justice d'ailleurs qui contraindrait un bailleur à pratiquer un loyer significativement inférieur au prix de marché serait considérée comme ne respectant pas ce nécessaire équilibre entre ces deux droits. Et au niveau de la Cour européenne des droits de l'homme, eh bien, certaines législations suédoises, etc., ont été cassées sur base de ce même principe-là. Donc, s'écarter, faire beaucoup plus dans une législation sur l'encadrement des loyers que de s'écarter, de limiter les abus, donc les prix qui s'écartent des valeurs de marché, c'est compliqué. Ceci dit, il y a moyen de faire un peu mieux que ça quand même, un peu mieux. Ça me permet aussi d'apporter un premier éclairage à votre question à vous, c'est que, et c'est déjà dans l'arrêté grille de loyer, la grille de loyer peut être construite pas uniquement en référence aux valeurs du marché, mais aussi à des décisions, donc des valeurs, et c'est en particulier le cas des valeurs qui sont associées aux lettres du certificat PEB, A, B, C, D, F, G. Aujourd'hui, on a plus 160 € quand on est face à un A et moins 22 € quand on est à un G, moins 11 € quand on est à un F, 0 quand on est à un E. Ça, c'est une décision normative du gouvernement qui est mais elle est prise, eu égard aux politiques publiques qu'ils doivent mener, à savoir celle de la rénovation énergétique et peut-être aussi de l'accès à l'énergie. Et là, par contre,
ça aujourd'hui, ça pourrait être changé, ça pourrait être réformé, enfin, dire très clairement, et pas seulement avec les prix de l'énergie aujourd'hui, mais évidemment d'autant plus, moins 11 € ou moins 22 € pour un logement qui va consommer en fait 3 à 4 fois plus d'énergie, c'est ridiculement faible. Ça ne correspond absolument en rien au préjudice que le locataire subit au travers de sa facture de chauffage, qui est évidemment, si en tout cas il se chauffait à des températures adéquates, dans des proportions significativement plus élevées. Donc ça, c'est le gouvernement a la possibilité de revoir ça et d'arrêter de mettre plus 160 € pour des logements A, mais par contre prévoir en tout cas à tout le moins des minorations nettement plus sévères pour les logements qui sont des passoires énergétiques. Donc, on ne peut pas trop s'écarter des valeurs du marché dans les références qui seront données, mais on peut néanmoins, les pouvoirs publics peuvent néanmoins le faire quand il s'agit d'un outil pour mettre en œuvre une politique publique, et en l'occurrence, l'accès à l'énergie, la lutte contre le changement climatique sont des politiques publiques qui justifient qu'en quelque sorte, le gouvernement dise on va un peu adapter les prix du marché à des considérations sociales et environnementales. Voilà, ça c'est les marges de manœuvre dont on dispose. Et donc je pense qu'il faut avancer là-dessus. En étant, et je complète ma réponse par rapport à la question de PEBA, on est dans du logement de confort. Non, de mon point de vue, les éléments de confort, il faut les considérer, c'est les riches villas, c'est les maisons de maître, enfin, c'est des logements qui présentent des gabarits significativement supérieurs aux normes du RRU dans un rapport superficie nombre de chambres. Il ne faut pas considérer une PEB A ou B comme un élément de confort. Je ne le crois pas. Il faut que ces éléments-là restent dans la grille. Et donc, je pense que c'est vraiment important que rapidement, le gouvernement bruxellois clarifie une liste non seulement d'éléments de confort qui vont justifier des écarts par rapport à la grille et qui, par leur abondance, vont même empêcher toute révision du loyer, d'une part, mais d'autre part, bien sûr, que cette liste de défauts de qualité doit rapidement être publiée pour que, en ce compris dans les négociations précontractuelles, un locataire puisse se dire « et non, le loyer de référence, celui qui est noté sur le site Loyer.Bruxelles, bien sûr, c'est noté 600 €, mais ici, je n'ai pas de compteur électrique individuel, je n'ai pas là, donc c'est moins que les références qui sont données par la grille. » Ça fait partie des chantiers qui doivent être menés aux côtés des arrêtés mettant en œuvre la commission paritaire. Thibault, On va donner la parole à Hugo parce que toi, tu as répondu et fait très bien déjà aux deux questions. Voilà. Donc, tu ne repasseras plus pour la deuxième. Hugo, je t'en prie par rapport à la première question. Merci, Thibault. Hugo. Donc, la grille des loyers 2018, elle était basée sur les données de l'enquête de l'Observatoire des loyers 2015, 2016, 2017. Le nouveau loyer de référence, celui que nous on a fait, il est basé sur les données 2017, 2018, 2020. Donc, les données déjà intègrent l'indexation et de fait, on a appliqué un coefficient d'indexation sur les données 2017-2018 pour les faire correspondre aux données de 2020. C'est vrai que si on avait pris un autre indice, ça aurait un petit peu changé, mais je pense que ça aurait très peu changé. Hein. Entre les deux, c'est une question d'appliquer de l'ordre du % par an. Donc, l'évolution du marché est d'abord prise en compte par le fait qu'on prend à chaque fois des données plus ou moins actuelles, ou en tout cas de plus en plus récentes. Et il me semble qu'entre les deux indices, il y a une différence, mais que ce n'est pas ça l'essentiel. L'essentiel, c'est que c'est le prix du marché. Hein, c'est qu'on prend le prix du marché comme référence. PEB? Ben voilà, tu commences la réponse à la deuxième question. Donc, aujourd'hui, dans la grille, ce n'était pas totalement normatif. Il y avait des statistiques qui ont été réalisées par nos prédécesseurs, notre prédécesseuse, et on n'a pas fait ça parce que dans l'enquête, il y avait moins de 10% des enquêtés qui connaissaient leur PEB.
ou qui avaient un PEB. Donc, ce n'était pas utilisable. Aujourd'hui, ce qu'on est en train de faire, c'est qu'on essaie d'avoir les données pour pouvoir vraiment l'intégrer dedans sur base de l'adresse qu'on a et de la base de données, faire une moyenne par adresse du PEB. On est en train d'intégrer la question PEB dedans, mais l'idée, c'est quand même bien de suivre le marché, en gros. Hein, donc de se dire, eh bien, le marché, qu'est-ce qu'il... sur le marché, avec un PEB tel, qu'est-ce qu'on peut trouver et de l'intégrer de cette façon dans la grille. En tout cas, c'est ce qui nous a été demandé. Et oui, ça pose problème. Hein, ça pose problème que cette incitation à rénover, on pourrait avoir le principe, le phénomène appelé rénoviction, qui est la contraction de rénovation et eviction en anglais, que le fait que les propriétaires rénovent pour justifier les augmentations de loyer et donc du coup expulsent leurs locataires, soit à la fin du bail d'une façon soft, soit en justifiant le fait avec les travaux. Voilà ce que je peux en dire. Deuxième question. Oui, merci. Trois observations par rapport à votre question. Merci de l'avoir posée. D'abord, pour le législateur, le logement de standing, ce n'est pas du tout celui que vous visez. Hein. Je cite les travaux préparatoires. Donc, on parle d'éléments de confort substantiels et c'est villa 4 façades, maison de maître, architecture remarquable ou prestigieuse, parquet en bois massif, installation domotique, etc. Et donc, voilà, on n'est pas dans ce même cas de figure et heureusement... alors, mais il y a beaucoup de maisons de maître à Bruxelles. Pardon? Il y a beaucoup de maisons de maître à Bruxelles. Ouais, bon, c'est difficile d'interpréter un texte qu'on n'a pas écrit soi-même, mais il y a des législateurs dans cette salle, hein, c'est eux qui sont derrière ce texte, et peut-être qu'ils pourraient donner la ratio legis, comme on dit, la raison de la loi, mais voilà, la classique maison bruxelloise, 3 pièces en enfilade, belle façade, à mon avis, n'est pas comprise là-dedans, mais voilà, je vais peut-être après donner la parole à Martin, Zoé ou d'autres. C'est eux qui vont dire ce qu'ils entendaient, c'est eux qui ont voté, hein, en poussant sur le petit bouton vert, ici même. Donc voilà. Alors, deuxième observation, sur l'obligation de rénovation, je ne vais pas non plus parler à la place des autorités ici, mais Bruxelles travaille à un plan visant à faire accéder à tous les logements le label C, en termes de PEB à l'horizon 2050, et pour y arriver avec une obligation quinquennale de rénovation énergétique, on passerait de l'incitatif au coercitif avec une vraie obligation. Bon, j'attends de voir tout ça couler dans un texte de loi, ce n'est pas encore le cas, j'attends aussi de voir la réaction de la Cour constitutionnelle, mais c'est en préparation aussi. Et sur la conséquence d'une rénovation énergétique sur le loyer, ça c'est évidemment une très bonne question. Dire que dans la nouvelle législation bruxelloise en matière de bail, il est prévu, toujours pour accélérer les rénovations énergétiques, il est prévu au bénéfice du bailleur la possibilité en cours de bail d'imposer des travaux énergétiques à son locataire, moyennant conditions. Mais non seulement il peut les imposer, mais il peut aussi obtenir, après accord du bailleur, du preneur, une augmentation de loyer pour compenser les frais. Mais je trouve que la disposition qui permet cette augmentation de loyer n'est pas excessivement claire. D'abord, sur le principe, c'est clair que le preneur pourrait refuser son accord à une augmentation de loyer, mais l'infériorité socio-économique dans laquelle il se trouve par rapport à son contractant, à mon avis, aura au fait de le faire accepter cette, entre guillemets, proposition. Ce sera peut-être plus un commandement de la part du bailleur à voir, mais aussi on dit que l'augmentation de loyer, elle est calculée, je cite, en comptant le coût réel des travaux, l'amélioration de la performance énergétique, l'ampleur de l'adaptation du logement. Donc on a 3 critères fort différents, ce qui peut être source d'incertitude et peut-être même d'arbitraire. Donc là, peut-être recadrer les boulons sur le plan de la loi. Ok, merci. Merci aux 3 intervenants. On fait un second tour de questions potentielles. Oui, d'abord, je t'en prie, oui, Sarah. Merci beaucoup pour vos interventions. Alors, moi, j'ai l'impression que les loyers, ils vont
pas baisser, en fait, qui vont continuer à augmenter si on se base sur la façon dont ça se passe ces dernières années et comment ça se passe ailleurs. Du coup, d'un point de vue purement militant, j'ai envie de dire, pour moi, il y a une question de, en fait, il faut baisser les loyers. Donc, on a parlé de régulation, mais du point de vue du besoin social, quoi, sur le terrain, disons, il n'y a vraiment pas juste un besoin que ça soit encadré de façon théorique, quoi. Il faut vraiment que ça diminue, en fait, là, ou à minima que ça cesse d'augmenter. Ça, c'est ma proposition. Du coup, ma question à Hugo, c'est, tu n'as pas parlé de la question de la rente et de cette logique-là. Est-ce que tu veux bien en dire un mot? Et ma question à Nicolas, c'est vraiment pas possible? Pas possible de quoi? Baisser. De baisser. Ouais. Enfin, parce que tu as parlé tout à l'heure, enfin, je ne sais plus qui a parlé tout à l'heure de prendre en compte que ça ne soit pas injuste vis-à-vis des bailleurs. En fait, pour moi, je ne comprends pas comment, au regard de la loi, on ne peut pas dire qu'il y a une inégalité structurelle, il s'agit de la rattraper, quoi. Enfin, voilà. Mais bon, moi, je suis juste géographe. Hugo. Pas plus de questions? Pardon? Non, non, très bien, très bien. Je pense qu'il y avait une vague de Pardon, questions. bon, t'entends. Non, non, oui. Tu poses une question, je vous en prie. Oui, oui, ok. Alors moi, je suis sur le terrain. Donc, je m'appelle Aurélia Van Gucht. Je travaille à Molenbeek dans le secteur logement depuis 21 ans. Et on avait mis quand même, le secteur associatif avait mis beaucoup d'espoir dans cette grille des loyers. Et à force d'entendre des choses, franchement, je me pose la question de savoir, finalement, aller devant le juge de paix, faire un accompagnement des locataires pour aller en justice de paix, ça me semblerait finalement plus simple et c'est ce que je fais depuis 20 ans où j'encourage mes collègues à le faire. Et puis, la question, finalement, comment on a mis en place la grille loyer AIS? Quels ont été les critères qui ont été pris pour ça? Et finalement, c'est tellement compliqué de trouver le moyen de faire diminuer ces loyers. Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre cette grille-là et puis de dire, ben, c'est 10% en plus que les propriétaires privés peuvent demander ou non? Voilà, je ne sais pas. Ok, je propose de traiter ces deux questions, vu aussi un peu le timing, puisqu'on est censé bientôt arrêter. Donc, sur la première question, donc, est-ce qu'il ne faut pas partir davantage des besoins sociaux, ce qui impliquerait, disons, de baisser les loyers? Bon, Nicolas et Hugo. Oui, donc peut-être Hugo d'abord par rapport à la rente et puis Nicolas après. Bien. Excuse-moi, Hugo. Oui, non, mais je pense que le principe de rente est utile pour comprendre le fonctionnement du marché. On a des logements qui sont possédés par des propriétaires qui globalement font pas grand-chose au logement, hein, donc ils ont peu d'entretien, ils produisent peu le logement. Les logements sont globalement, ont pour la plupart été construits il y a longtemps, hein, c'est de l'ordre de 90% des logements qui sont construits il y a plus de 30 ans, donc qui sont déjà tous amortis. Donc en fait, quand on s'achète ou on vend un logement, en fait on s'achète et on vend le titre de propriété sur le logement, le droit d'utiliser ou de le faire utiliser par d'autres. Et on a des formes de pénurie qui permettent aux propriétaires de tirer une rente. Ils jouent sur ce fait de pénurie pour augmenter les loyers. Et dans un contexte de pénurie, si on augmente les salaires, par exemple, si on augmente les allocations, il y a quand même de fortes chances que les loyers suivent ces augmentations et que les propriétaires jouent sur le fait qu'il n'y ait pas tant de logements, que les gens sont coincés, sont forcés de trouver un logement et d'augmenter les loyers. Et donc, on est dans une situation où en effet, qui justifie une intervention de l'État. Et moi, je disais tout à l'heure la baisse des loyers. Moi, j'ai un peu du mal parce que je connais des locataires qui sont plus aisés que d'autres et qui ont des loyers élevés. Et si on fait baisser leur loyer à eux, en pourcentage, ils vont gagner plus. Et il me semble que l'État a des besoins pour sortir des logements du marché, construire plus de logements sociaux, qu'il y a un intérêt à augmenter comme malgré tout les allocations pour que les gens soient moins dans la galère. Donc, il y a une manne d'argent à les reprendre et à les redistribuer. Voilà. Concernant donc oui, le fait que c'est compliqué d'aller devant la justice de paix, ben, c'est un peu mon sentiment, et d'autant que
en fait, malgré tout, c'est compliqué ce loyer de référence, que c'est pas clair. Les gens vont rentrer dans un engrenage dans lequel ils sont pas sûrs du résultat. Possiblement les résultats peuvent être très faibles et ils vont rentrer en conflit avec leur propriétaire, alors même que leur propriétaire peut les mettre dehors, peut augmenter le loyer assez facilement et que ils savent ce qu'ils ont, ils savent pas ce qu'ils vont avoir après. Et les expériences en France, c'est que il y a peu de contestations. En fait, les gens le font pas. Et donc, en fait, on dit qu'on s'attaque au loyer, mais on va juste s'attaquer, en effet, qu'aux loyers qui sont extrêmes. Et comme l'a dit Thibault, il me semble que c'est juste que ça va être dans le cas où les locataires sont déjà dans un engrenage avec la justice de paix pour des arriérés de loyer ou pour des expulsions. Et que, en fait, globalement, c'est quand même... alors, c'est un truc qui pèse sur tout le monde, mais c'est que ça touche quand même une minorité des locataires. Et alors, les autres grilles, alors, en AIS, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais ce qu'on nous a dit, peut-être que là, peut-être d'autres peuvent mieux répondre, mais que pour le conventionnement, l'idée, c'est d'utiliser cette grille des loyers et d'appliquer un coefficient. Par exemple, on enlève 30%. Ça, c'est possible. Pour les logements conventionnés, on utiliserait la grille des loyers, on retrancherait 30% et on aurait le loyer du loyer conventionné. Ok, peut-être Nicolas sur les deux questions aussi. Rapidement. Rapidement, oui. Juridiquement, oui, il est parfaitement possible de baisser les loyers. Donc, sur le plan logistique, il n'y a aucune difficulté. On peut faire comme pour la grille AIS. Ça, c'est un loyer arbitraire. On a décidé une fois pour toutes, c'est comme ça. Et donc, la question n'est pas là. La question, elle est d'abord politique, la majorité à réunir. Et elle est aussi et surtout dans la cohabitation avec l'autre droit fondamental qu'est le droit de propriété. Alors, il faut le prendre en compte. Et heureusement, on n'est pas dans une dictature. Il faut prendre en compte l'ensemble des droits fondamentaux et trouver l'équilibre. Alors, c'est clair que une mesure qui porterait atteinte abusivement au droit de propriété, on peut bomber le torse et la prendre, mais si après elle se fait annuler par la Cour constitutionnelle, on n'aura pas avancé d'un iota. Et à cet égard-là, c'est là où il faut réfléchir de manière fine. Le raisonnement de la Cour, il se déploie en deux temps. D'abord, est-ce que cette mesure est légitime? Et ça, généralement, on remplit assez facilement ce critère. Oui, c'est légitime pour rendre le logement abordable financièrement aux personnes défavorisées, etc., ça irait. Et second temps, c'est ce que cette mesure est proportionnelle, est-ce qu'elle ne va pas au-delà de ce qui est requis, etc. Et là, on est vraiment dans un jeu assez fin, précis, voire casuistique. Et si on revient trop en arrière, peut-être que la Cour va considérer que on va au-delà de ce qui est requis pour atteindre cet objectif-là. Mais on peut, et Thibault l'évoquait tantôt, on peut s'inspirer de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui ne tranche pas de manière monolithique. Ça dépend du type de loi. Et pour certains types de lois nationales, là, la Cour européenne a donné son quitus, a dit OK. Mais pour d'autres lois, là, il a dit là, ça va trop loin. Et elle applique grosso modo les mêmes critères que la Cour constitutionnelle. Et notamment, lorsque le niveau de loyer est fixé tellement bas que le propriétaire ne peut plus rentrer dans ses frais, c'est un petit peu ça le critère, en tout cas dans un arrêt, si elle ne peut plus rentrer dans ses frais, si le propriétaire alors perd de l'argent malgré la rénovation, alors la mesure est disproportionnée. Et donc, moi je crois que c'est plutôt dans cette jurisprudence qu'il faut aller voir pour mettre le curseur de la manière la plus intelligente possible. Alors sur la grille AIS, la question d'Aurélia, on nous a dit tantôt, Hugo l'a dit, attention, il ne faut pas que la grille soit uniquement liée ou ne fasse pas la part trop belle aux critères de la superficie ou du nombre de chambres, etc. Mais là, la grille AIS, elle a peut-être le mérite de la simplicité, mais par contre, elle n'a qu'un seul critère, c'est justement ce nombre de chambres. On ne tient pas en compte la localisation, on ne tient rien en compte. Et donc, est-ce que... Oui, alors il y a une petite variable en fonction du quartier, 15%, mais à la marge.
est-ce que c'est vraiment ça que l'on veut? À mon avis, pas. Il faut être plus souple, plus chirurgical. Sinon, on va, à mon avis, rencontrer les mêmes objections juridiques. On va dire que c'est pas proportionné, etc. Donc, la grille AS est très bien pour le secteur AIS, mais je suis pas sûr qu'il faille l'appliquer ici. Par contre, cette idée d'avoir un loyer plus simple à appliquer, qui est un peu connecté des valeurs du marché, ça, très bien. Mais la grille AS, pour autant, j'aime quelques réserves. Ok, je propose de faire le break maintenant. Donc, on a un break d'une petite vingtaine de minutes. Si vous souhaitez un café, un thé, voilà, il faut se diriger vers la porte là-bas dans le coin. Et il y a un endroit, disons, on va vous servir une boisson chaude ou froide. Voilà, on se retrouve à 12h10. Et de toute façon, il y aura encore d'autres temps de questions-réponses, bien entendu. Merci.